Bonjour et bienvenue pour la poursuite de nos histoires du Père Bassi. Nous en sommes déjà au 4e épisode. Vous l'entendez avec la musique, nous continuons au Mexique. Cette fois-ci, nous allons donc poursuivre notre histoire. Nous nous en étions arrêtés aux fiançailles de Charlotte et de Maximilien. Charlotte, dont voici un portrait, qui était, je le rappelle, la fille du roi Léopold Ier, et qui, aux alentours des années 1855-1856, est tombée amoureuse d'un très beau prince, le prince Maximilien de Habsbourg, le frère de l'empereur François-Joseph, le beau-frère de Sissi. 1857, le mariage est donc célébré à Bruxelles. Le départ à 17 ans de sa fille unique, de son enfant chéri, plongera le roi Léopold Ier dans une dépression encore plus profonde que celle qu'il a déjà connue. Le départ de Charlotte se fera au son d'une Brabançonne célèbre, la Brabançonne des grands événements, la Brabançonne des deuils, que nous avons entendue aux funérailles du roi Baudouin, aux funérailles de la reine Fabiola et également lors des événements tragiques des attentats de mars 2016 à Bruxelles. Cette Brabançonne très lyrique marquera toujours pour la famille des Saxe-Cobourg les moments de drame et de douleur. Lorsque Maximilien et Charlotte arrivent à Vienne, le roi Léopold a ferraillé pour que son gendre obtienne une position avantageuse au sein de la famille des Habsbourg. La vice-royauté de Lombardie-Vénétie a été créée pour lui. Charlotte et Maximilien partent donc dans leur nouveau royaume lombardo-vénitien, avec pour deux capitales, Milan et Venise. Charlotte, qui parle couramment l'italien, adore sa nouvelle vie de reine. Elle est déjà comblée, mais ce n'est pas encore le destin royal et impérial auquel elle s'attend. Elle veut toujours plus. Elle n'est pas encore satisfaite de la position qu'occupe son époux. Maximilien mènera une politique dite libérale. Il aidera et accordera beaucoup de privilèges aux Italiens, aux Lombards et aux Vénitiens. Il veillera au bien-être et au bonheur de ses peuples, ce qui va fortement contrecarrer les visées et la vision politique de son frère, l'empereur François-Joseph, qui pensait et voulait un pouvoir beaucoup plus autoritaire. En 1859, les premières guerres dans le cadre de l'unification du royaume italien amènent à la conquête de la Lombardie par les troupes de Cavour et le prince Maximilien perd sa vice-royauté. Lui et Charlotte se réfugient alors dans leur domaine de Miramar, près de Trieste, un château que l'archiduc Maximilien a fait construire à grands frais à l'aide de la dot de son épouse Charlotte, dot qu'elle a reçue de son père le roi Léopold lors de leur mariage en 1857. Mais la vie à Miramar est une vie assez monotone, assez triste. Charlotte, l'ambitieuse Charlotte, ne peut pas se contenter de simplement régenter quelques domestiques, des jardiniers et un petit domaine. Elle rêve d'autre chose. Elle a une haute estime d'elle-même et de sa personne. Elle croit que la Providence l'a destinée à d'autres auspices. Et lorsque les pourparlers pour la création de cet empire mexicain font jour, rapidement, c'est vers Charlotte et Maximilien que l'on se tourne afin d'avoir ce trône nouveau pour une famille royale européenne. L'empereur
des Français, Napoléon III et son épouse, l'impératrice Eugénie, vont en quelque sorte fortement duper Charlotte et Maximilien. En effet, Maximilien veut bien obtenir le trône mexicain, mais il souhaite qu'il obtienne ce trône suite à un référendum du peuple. Dès lors, on organise une fausse consultation là-bas au Mexique. On revient avec des faux bulletins de vote, de fausses inscriptions que l'on présente à Maximilien. Maximilien y croit. Et lorsqu'une délégation mexicaine arrive à Miramar pour offrir à Maximilien et à Charlotte le trône, Charlotte accepte volontiers directement sans réfléchir. Mais Maximilien, lui, est déjà plus hésitant. En outre, son frère, l'empereur François-Joseph, exige que s'il prend le trône mexicain, il renonce, pour lui et tous ses descendants, à ses droits successoraux sur la maison d'Autriche. Cela veut donc dire, en un mot en commençant, que Maximilien ne sera plus archiduc d'Autriche. C'est un énorme coup dur pour Maximilien, qui a toujours servi son frère, sa famille, l'Autriche et toute la dynastie des Habsbourg. Il prend ça comme un énorme camouflet. Dans un premier temps, il refuse, il ne veut pas. Et finalement, un peu sous la pression de Charlotte, qui tient tellement à devenir impératrice et à coiffer cette couronne impériale, il accepte. Mais le matin du départ, lorsqu'il quitte Miramar, les deux frères, lors du départ du train, se jettent dans les bras l'un de l'autre. Finalement, d'une certaine façon, François-Joseph s'en veut de la décision qu'il a fait prendre à son frère, et Maximilien aime toujours et aimera toujours profondément son frère aîné. L'archiduchesse Sophie est profondément marquée par le départ de son fils chéri vers l'inconnu. Avant de quitter définitivement l'Europe, Charlotte et Maximilien s'arrêtent à Rome chez le pape Pie IX. Ils sont reçus en audience par ce dernier et assistent à une dernière messe magnifique au Palais Saint-Ange, la résidence des papes à l'époque. Ils quittent l'Europe. Je l'ai déjà raconté, le voyage vers Mexico ne sera pas facile. Le voyage vers Mexico sera semé d'embûches nombreuses. Il y aura des attaques importantes de la garnison qui les accompagnait, qui devait les amener sans encombre à Mexico. Les meubles de Charlotte qu'elle avait fait venir d'Europe seront en grande partie détruits. Tout ne parviendra pas en l'état à Mexico. Rapidement, Maximilien et Charlotte, lorsqu'ils s'installent, découvrent une vie de cour bien différente de celle qu'ils ont connue ici en Europe. Charlotte, qui a été fortement marquée par le protocole et l'étiquette, ne se familiarise pas à la vie mexicaine. En effet, les dames de la cour mexicaine, lorsqu'elles voient Charlotte pour la première fois, la prennent dans leurs bras et lui tapent gentiment l'épaule. Charlotte en est offusquée. Les dames mexicaines ne comprennent pas pourquoi elles refusent ce qui pour elles est une marque d'affection et de sympathie, alors que pour Charlotte, c'est une intrusion. On ne s'adresse pas comme cela à une impératrice. Rapidement, donc, des tensions naissent et apparaissent déjà entre Maximilien et Charlotte et avec les représentants mexicains. Charlotte et Maximilien n'ont pas la finesse et tout le sens politique. Finalement, des deux, c'est encore Charlotte, la fille du roi Léopold, que l'on appelle un peu le Nestor des rois, c'est-à-dire celui qui a conseillé tant et tant de monarques. C'est un peu Charlotte qui est l'homme du couple, car souvent l'empereur Maximilien doit quitter Mexico pour partir en guerre contre les révolutionnaires, contre les républicains qui contrôlent encore une grande partie du territoire. Et c'est souvent Charlotte qui assure et assume la régence et la conduite des affaires de l'État. Maximilien, lui, se retire sur les hauteurs de Mexico. Il trouve un nouveau palais qu'il aménage,
qu'il agrémente de plantes et de fleurs rares, comme il avait coutume déjà de le faire à Miramar lorsqu'il était à Trieste. Dans le couple entre Charlotte et Maximilien, les choses ne vont pas très bien. C'est vrai, ils s'aiment tendrement, ils ont de l'affection l'un pour l'autre. Charlotte, on l'a vu, a toujours été éprise de son époux, elle a eu un coup de foudre pour lui, mais ce coup de foudre n'a pas été réellement réciproque. De plus, ils n'ont pas d'enfants, c'est le drame pour Charlotte. Maximilien, lui, compensera ce drame en collectionnant les aventures et les maîtresses là-bas au Mexique. Le comble pour Charlotte viendra lorsque, reconnaissant qu'il ne peut pas avoir d'enfant avec son épouse, il adoptera des princes mexicains en vue de lui succéder. Il admet donc qu'il n'aura jamais d'enfant avec Charlotte. Nous sommes là en 1865. Charlotte a 25 ans. À 25 ans, elle a compris qu'elle ne serait jamais mère. Et finalement, c'est à partir de ce moment-là, et déjà au Mexique, que les premiers signes de la folie qui vont l'envahir plus tard apparaissent. En 1866, l'Empire du Mexique ne va plus bien du tout. À cette époque, Napoléon III, se rendant compte que l'aventure mexicaine est terminée et est fichue, retire toutes ses troupes. Les troupes françaises repartent en Europe. La délégation de soldats belges envoyée par Léopold Ier part également. En effet, une partie de cette délégation a été tuée lors d'une embuscade dans le territoire mexicain. De plus, les États-Unis refusent encore que des puissances européennes se mêlent de ce qui se passe aux États-Unis. C'est la fameuse doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains et certainement plus aux Européens. Dès lors, afin de sauver ce qui peut encore être sauvé, car finalement Maximilien est de plus en plus acculé, les troupes fidèles à l'Empire, les troupes impériales se réduisent comme peau de chagrin, il ne reste plus grand-chose à l'empereur. Alors, en dernier recours, il décide d'envoyer en Europe sa meilleure ambassadrice, son épouse. Et voilà que Charlotte reprend le bateau qu'elle avait pris quelques années plus tard en arrivant à Mexico. Elle repart vers l'Europe. Elle arrive au Havre. Là, en France, elle n'est accueillie par personne. Ni l'empereur Napoléon III, ni son épouse Eugénie n'ont fait envoyer de délégation pour l'impératrice du Mexique. Elle arrive seule au Grand Hôtel à Paris. Déjà, les premiers signes de folie se manifestent. Elle croit qu'on l'a empoisonnée ou qu'on a cherché à le faire. Lorsque le lendemain, elle est reçue par Napoléon III et Eugénie, lorsqu'elle comprend que c'est une fin de non-recevoir qu'elle reçoit des empereurs français, elle est profondément choquée, déçue, meurtrie. Elle comprend véritablement là qu'elle a été dupée, trompée et trahie par ses amis français. Elle comprend qu'elle n'obtiendra rien de Napoléon III. Dès lors, elle reprend son bâton de pèlerin. Elle retourne une première fois à Miramar, faire une pause, une halte, mais la folie la guette encore. Elle descend jusque Rome. À Rome, elle demande encore l'aide du pape Pie IX. Pie IX la reçoit dans ses appartements privés. Là, une nouvelle crise de folie l'atteint. Elle croit qu'elle est empoisonnée. Elle sera, depuis longtemps, la seule femme, après les années Borgia, à être autorisée à dormir dans les palais pontificaux. Elle trouvera refuge dans le jardin pontifical. C'est son frère, le comte Philippe, le comte de Flandre Philippe, qui viendra la rechercher et tentera du mieux qu'il pourra d'essayer de sauver sa sœur de la folie dans laquelle elle est en train de sombrer. Il la ramène à Miramar et on croit alors que c'est presque terminé. Là-bas au Mexique, tout se gâte. En 1867, Maximilien est arrêté.
Après un simulacre de procès, il est condamné à mort et exécuté en 1867 à Querétaro. On ne l'annoncera que 1 an plus tard à Charlotte en 1868. Charlotte, entre-temps, sombre dans la folie. Elle est recluse et séquestrée à Miramar. L'empereur, François-Joseph, son beau-frère, ne veut pas qu'elle quitte Miramar. Il se venge finalement à travers Charlotte sur son frère. Il considère que c'est à cause de Charlotte que son frère est mort, à cause de son envie d'empire et de trône, que son frère Maximilien est mort là-bas au Mexique. C'est finalement à l'aide de Marie-Henriette, la deuxième reine des Belges, l'épouse de Léopold III, cousine de épouse de Léopold II et cousine de François-Joseph, excusez-moi. C'est grâce à la reine Marie-Henriette que finalement Charlotte est rapatriée en Belgique. Avec l'amour de sa belle-sœur et de ses frères, on pense qu'elle recouvrera un peu de ses esprits. Mais hélas, ce ne sera jamais le cas. Charlotte vivra encore plus de 60 ans dans cette folie. Au début, elle sera placée au château de Tervuren. Lorsque le château de Tervuren brûlera quelques années plus tard, ses frères, Léopold et Philippe, placeront leur sœur au château de Bouchoux, où elle mourra bien des années plus tard, en 1927. Oubliée de tous, à l'âge de 87 ans, elle recevait encore les visites de ses neveux, de ses nièces, de ses petits-neveux et petites-nièces. D'ailleurs, Joséphine Charlotte, la sœur des rois Albert et Baudouin, porte le prénom de Charlotte dans son prénom en hommage à cette arrière-grand-tante, cette illustre aïeule qui est morte l'année où Joséphine Charlotte est née. Lors de la Première Guerre mondiale, le palais de Bouchoux ne sera pas réquisitionné ni par l'armée allemande, ni par aucune troupe étrangère. Et sur l'entrée du château de Bouchoux, sur la grille, une pancarte en allemand indiquera « Ici réside Charlotte de Belgique, sœur de l'empereur, belle-sœur de l'empereur François-Joseph, épouse de l'archiduc Maximilien ». Charlotte, on le voit, connaîtra un destin et une vie dure et tragique. La légende veut que le fameux général Weygand, généralissime français en 1940, serait le fils caché de Charlotte, mais rien ne le prouve jusqu'à l'heure actuelle. Tout ce que l'on sait, c'est que Charlotte, durant ses 60 années de vie recluse à Tervuren et ensuite à Bouchoux, connaîtra une vie faite de moments de raison, de retrouvailles d'esprit et de lucidité, et en même temps une vie faite de grande folie, de tristesse et d'une grande mélancolie. Voilà, j'espère qu'en ayant écouté ces quelques minutes sur la vie de Charlotte et de Maximilien, vous en avez un peu plus appris sur la vie de ces illustres personnages, et vous l'avez vu, leur vie ne fut pas aussi gaie que l'air de la Paloma que nous avons entendu. Merci et à bientôt pour d'autres aventures.